Bonjour à tous, c'est Pauline de Saint-Glu-Glu. On se retrouve ici pour la recette de la tarte au citron. Alors on va commencer par réaliser la pâte sablée. On découpe en premier le beurre en petits dés et ensuite on va venir ajouter l'intégralité du sachet numéro 1. Ensuite, on va utiliser la feuille afin d'homogénéiser le tout et d'obtenir une texture sableuse. Dans un second temps, on viendra ajouter l'œuf. Voilà, on aperçoit bien la texture de la pâte qui ressemble à un crumble. Donc je remets le tout dans le batteur et j'ajoute l'œuf entier afin d'amalgamer la pâte sablée. Alors on s'aperçoit ici que la pâte elle est assez friable, donc ça fait pas une boule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'eau petit à petit. Ça va dépendre également de la quantité d'œufs. Tous les œufs ne pèsent pas le même poids, donc c'est vrai que l'eau, ça peut nous permettre de tricher en quelque sorte. Là, dans mon cas, j'avais ajouté 15 g d'eau. Vous pouvez le peser ou non, comme vous souhaitez. L'important, c'est de le faire à l'œil et vous allez voir par la suite la texture qu'on souhaite obtenir. Ce n'est ni plus ni moins qu'une texture d'une pâte sablée classique. Donc, il faut qu'on puisse la bouler. Voilà, on s'aperçoit déjà que la texture elle est un peu mieux et vous allez voir en la prenant en main, ça fait comme une texture de pâte à modeler ou de pâte à tarte classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du film afin de déposer la pâte dessus et de la faire reposer pendant au moins 30 minutes au réfrigérateur. Je travaille avec le papier film, ça va éviter de chauffer la pâte et on va l'étaler grossièrement. Ce que je vous conseille, c'est de l'étaler déjà en forme rectangulaire, ça sera plus facile pour l'étaler que si elle a une forme ronde et qu'elle est en boule. Voilà, j'ai la forme d'un rectangle et comme ça, j'aurai plus qu'à utiliser le rouleau pour l'étaler. Voilà, une fois que la pâte est bien étalée, je la laisse refroidir au réfrigérateur, c'est très important. Il faut qu'elle soit bien froide pour faciliter la manipulation. Ensuite, on va réaliser la gelée au citron pour la décoration. J'ai utilisé du jus de citron en bouteille. Honnêtement, ça fonctionne très bien. C'est beaucoup plus rentable et ça nous fait gagner beaucoup de temps aussi. Donc, vous pouvez peser ou 80 g de jus de citron frais ou 80 g de jus de citron en bouteille, comme vous préférez. On va ajouter le sachet numéro 2 qui contient le sucre et l'agar-agar. C'est l'agar-agar qui va nous permettre d'obtenir une gelée. Donc je mélange bien au fouet le sucre dans le jus de citron afin de le dissoudre et on va le faire chauffer. Voilà, je fais chauffer le mélange à feu moyen ou à feu fort. Si vous êtes devant, vous pouvez mettre un peu plus fort et on va le laisser bouillir une trentaine de secondes. Voilà, ici on voit bien que le mélange est à ébullition. Pas d'inquiétude, le sucre va bien se dissoudre et comme ça on aura une gelée bien lisse et transparente. Ensuite, je vais verser la gelée dans une assiette à soupe afin d'avoir 0,5 cm à peu près d'épaisseur de gelée pour pouvoir ensuite détailler des cubes. Voilà, je laisse prendre au réfrigérateur le temps de la recette. Je peux maintenant récupérer la pâte qui était au réfrigérateur. Je m'assure qu'elle soit bien froide et je peux maintenant la sortir du film afin de commencer à l'étaler. On va préparer le cercle pour accueillir donc notre pâte à tarte. Je vais le beurrer donc manuellement avec un morceau de beurre. Vous pouvez le faire avec un pinceau si vous préférez. Manuellement, ça fonctionne bien et je prépare également une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé pour pouvoir déposer le cercle dessus.
Maintenant, nous allons étaler la pâte. Je farine légèrement mon plan de travail afin que la pâte ne colle pas au plan de travail. Je vais utiliser une bouteille parce que je n'ai pas de rouleau ici. Donc je farine bien la bouteille. Vous pouvez faire de même avec votre rouleau à pâtisserie. Et là, j'y vais petit à petit. Si ça vous arrive, pareil, vous pouvez remettre un petit peu de farine si jamais la pâte elle colle au rouleau. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine pour vous faciliter le travail. Surtout, n'hésitez pas à y aller petit à petit et à ajouter de la farine si besoin. Voilà, moi, je l'ai vraiment travaillé très très doucement. Il faut prendre son temps et tout va bien se passer. Mais c'est vrai que c'est une étape un petit peu délicate. Comme on n'a pas de gluten, notre pâte, elle tient pas, elle n'a pas de liant. Donc c'est pour ça qu'elle se casse très facilement. Mais en y allant délicatement, si la pâte est bien froide, il n'y aura aucun problème. Je ne vais pas trop l'étaler non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que la pâte étalée, elle fasse le diamètre du cercle. Voilà, c'est le cas. Donc très bien, je n'étale pas plus. Je mets du rouleau à pâtisserie pour pouvoir transporter ma pâte. Je l'enroule légèrement, toujours avec délicatesse. Et ensuite, je viens la déposer sur mon cercle à tarte. Je commence par le bas pour ensuite remonter et venir dérouler la pâte tout doucement. Maintenant, on procède au fonçage. On va venir plaquer notre pâte sur tout le rebord du cercle, sur la totalité de notre cercle. On va venir donc plaquer cette pâte afin d'obtenir un angle droit. Voilà, on appuie bien pour s'assurer que la pâte, elle épouse bien toutes les parois. Et je laisse environ 1 cm au bord quand je découpe la pâte. Le reste, on va le garder pour faire des sablés. Voilà, ici on peut s'apercevoir que la pâte elle se déchire légèrement, donc ce que je fais c'est très simple, je rajoute un petit bout de pâte qui me reste pour venir recoller en fait cette pâte. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir du coup bricoler un petit peu cette pâte pour qu'elle puisse se tenir à la cuisson. C'est pas grave si les bords ils sont pas parfaits, ils sont pas réguliers, on le verra pas à l'intérieur puisqu'il y aura notre crémeux et ensuite la meringue. Voilà, maintenant on va venir couper au ras du cercle afin d'enlever tout l'excédent. Il faut que les bords fassent environ 0,5 cm d'épaisseur. Il ne faut pas que ça soit trop fin. Si c'est trop fin, vous pouvez rajouter, comme je suis en train de le faire, un petit peu de pâte. Si c'est trop fin, ce qui risque de se passer, c'est que la pâte, elle risque de casser à la cuisson. Voilà, donc si vous avez des bords un peu plus épais, c'est mieux, ça évitera la casse. Voilà, je vous laisse voir tout le travail qu'il y a donc sur tous les bords. Ça vous permet aussi de vous rendre compte que ça prend quand même un peu de temps. Même moi, ça m'a pris du temps. C'est normal. Et il faut être indulgent aussi puisque c'est sans gluten et donc c'est un peu plus difficile et un peu plus délicat. Mais vous allez voir, vous serez aussi très fiers du résultat. Voilà, ce que je fais après avec mes doigts, je m'assure bien en passant le doigt. En fait, j'arrive à me rendre compte de l'épaisseur qu'il y a et des endroits où il peut manquer éventuellement un petit peu de pâte. Donc, j'hésite pas à en rajouter avec, vous voyez, les petits bouts de pâte qui me restent. J'hésite pas à en rajouter si besoin. Voilà, j'enlève l'excédent au centre. Tout ça, on le récupère pour faire des sablés. Et ensuite, on va donc, pareil, bien venir appuyer au bord. Ça, c'est une technique vraiment de pâtisserie. Il y a très peu de personnes qui apprécient faire ça, même en pâtisserie. Et donc voilà, je fais bien attention à venir bien racler les bords et avoir une épaisseur régulière à peu près partout, sur tous les bords. Voilà, c'est la phase la plus technique, mais c'est vraiment primordial. Ensuite, je vais venir piquer donc l'intérieur de mon cercle.
Ça va permettre de faciliter la cuisson de la tarte. Une fois que cette opération est réalisée, je peux remettre donc la tarte à reposer minimum 30 minutes. Si vous avez du temps, vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Et ensuite, avec le reste de la pâte, je l'étale bien, je l'amalgame et je vais pouvoir réaliser des sablés avec la forme que je souhaite. Alors, on peut utiliser du papier sulfurisé pour l'étaler. Ça peut être plus facile aussi. Si jamais pour étaler votre base pour la tarte, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, ça va éviter que ça colle au rouleau. Mais c'est vrai que pour la pâte, c'est mieux, je trouve, de pouvoir sentir et de pouvoir bien visualiser la pâte. Là, avec le papier sulfurisé, on voit moins ce qu'on fait du coup. Mais pour les sablés, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on utilise donc un emporte-pièce et on réalise nos petits sablés pour déguster avec le café. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi aromatiser cette pâte, par exemple avec de la cannelle, ça fonctionne très bien, ou un mélange 4 épices. Maintenant, on peut passer à la cuisson de la tarte à 180 degrés, environ 20 minutes. Et ensuite, on va venir, au bout de ces 20 minutes, décercler la tarte. On fait très attention à ne pas se brûler, donc vous pouvez utiliser un torchon, une manique. Et en enlevant le cercle, ça va permettre d'avoir une cuisson uniforme tout autour de la tarte. On va reprolonger la cuisson une quinzaine de minutes afin d'avoir la cuisson des bords de la tarte bien uniforme. L'étape qui vient, elle est facultative parce que je vais procéder à la dorure de la tarte. Donc, je vais utiliser seulement le jaune d'œuf et je vais peser la même quantité avec de la crème fraîche. Ici, j'utilise de la crème épaisse. Ça sera bien plus évident avec de la crème liquide. Si vous en avez, c'est très bien. L'idée, c'est d'avoir un mélange donc bien homogène. Ça va nous faire comme une crème et on va venir la déposer tout autour de la tarte à l'aide d'un pinceau. Et ça va nous permettre d'imperméabiliser notre tarte. Si vous faites cette étape, assurez-vous que la couche, elle soit très très légère. Sinon, ça va faire comme une texture d'œuf cuit. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit très très léger. C'est vraiment juste en surface. Et ensuite, qu'on dore la tarte avec donc ce mélange œuf et crème ou qu'on ne le dore pas, on va quand même reprolonger la cuisson d'une quinzaine de minutes pour obtenir une belle coloration uniforme. Après, tout dépend de vos goûts également, si vous la préférez plus ou moins cuite. À vous de juger selon vos goûts pour la cuisson de la tarte. Une fois qu'elle est cuite, je vais venir la déposer sur le support doré, puisqu'ensuite on rajoutera le crémeux par-dessus. Ça va nous permettre d'avoir une base, un support. Voilà. Et je la mets de côté. Ensuite, nous allons réaliser le crémeux au citron, toujours avec le même jus de citron qu'on a utilisé pour faire la gelée. Donc, on va peser au total 100 g de jus ou de citron frais si vous préférez. Ensuite, je vais détailler donc le beurre en petits morceaux, en petits cubes et je vais donc casser les 4 œufs dans un récipient. À ces œufs, on va venir ajouter donc le contenu du sachet numéro 3 et on vient mélanger le tout avec le fouet. On mélange bien l'ensemble et on s'assure qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, on va préparer notre mélange. Donc, on fait légèrement frémir le jus de citron et on va verser petit à petit, délicatement, sur le mélange donc de nos œufs. Voilà, ça va nous permettre de réaliser comme une crème pâtissière en réalité, sauf qu'au lieu du lait, c'est du jus de citron. Donc, je mélange bien, pas trop vite pour ne pas cuire les œufs. Une fois que le mélange est prêt, je peux le recuire dans la casserole. Donc je le verse dans la casserole et vous allez voir, donc à feu doux, vous allez voir que ça va commencer à prendre petit à petit, que le crémeux il va s'épaissir. On va pouvoir voir qu'il y a une écume qui se forme. Ça, c'est le premier indice que le crémeux commence à cuire. Voilà un gros plan de l'écume qui va peu à peu disparaître au fur et à mesure de la cuisson et vous allez sentir que la crème elle s'épaissit. On peut le voir donc sur la vidéo en gros plan.
Voilà, la crème s'épaissit, elle ressemble vraiment à une crème pâtissière. Ensuite, on va venir ajouter petit à petit le beurre qu'on a préalablement découpé en petits morceaux pour faciliter son incorporation. Il est très important d'ajouter les morceaux de beurre tant que la crème est encore bien chaude, ça va faciliter son incorporation. C'est une partie qui peut se faire aussi avec un robot mixeur plongeant, mais ça fonctionne très bien au fouet. Voilà, donc j'incorpore petit à petit 3-4 morceaux d'un coup et je mélange vigoureusement avec le fouet. On va continuer ainsi jusqu'à épuisement de la quantité de beurre. Voilà, une fois que la crème au citron est prête, vous allez voir c'est vraiment excellent, même chaud. Vous allez pouvoir la déposer délicatement dans votre fond de tarte. Avec le dos d'une cuillère, on va venir étaler légèrement donc le crémeux au citron afin qu'il soit présent sur toute la surface de la tarte. C'est pas grave s'il y a un peu plus d'épaisseur, moi je l'ai laissé volontairement monter un petit peu. On le recouvrira avec la meringue. Et avec le reste, je fais des petites verrines pour déguster après avec par exemple un petit biscuit qu'on a cuit tout à l'heure. Voilà, ça fait la petite récompense après la réalisation de la recette. On peut récupérer la tarte au citron, donc moi elle a reposé 1h30. On peut légèrement toucher avec le doigt pour s'assurer qu'elle soit bien prise. Maintenant, on va réaliser la meringue suisse. Donc, on va peser 70 g de blanc d'œuf. C'est l'équivalent de 2 œufs environ. Voilà, vous pouvez en faire un peu plus. Vous pouvez même monter jusqu'à 3 avec la quantité de sucre si jamais vos œufs sont petits. Donc, j'ajoute l'intégralité du sachet numéro 4. Et là, je mélange afin de dissoudre le sucre. Et à feu doux, on va continuer de mélanger ce mélange, donc œuf et sucre, blanc d'œuf et sucre, jusqu'à ce qu'on obtienne une dissolution complète du sucre. Et une fois que cette dissolution est faite, on sait qu'on est environ à 50-55 degrés et c'est à cette température qu'on va pouvoir monter la meringue. Vous allez voir, ça va faire comme un sirop de sucre, ça va être assez collant et assez visqueux. On s'aperçoit aussi que le mélange y brunit puisque nous, on n'utilise pas de sucre raffiné. Si on faisait le mélange avec un sucre blanc, on aurait un mélange beaucoup plus blanchâtre du coup, mais c'est pour ça qu'on a cette couleur-là. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, on s'aperçoit donc que notre mélange, il a commencé à s'épaissir et là, il est aux alentours de 50-55 degrés. Je peux faire un test avec une cuillère pour me rendre compte que il n'y a plus de sucre, qu'il a été dissous dans les blancs d'œufs et maintenant, on va pouvoir monter la meringue. Donc voilà, même pas besoin de thermomètre. Ce que je fais, c'est que je le passe avec un petit chinois pour m'assurer qu'il n'y ait pas de petite aspérité. Voilà, ensuite, je le monte à vitesse, donc dans mon cas à vitesse moyenne, pendant une dizaine de minutes environ. On laisse donc tourner notre meringue tranquillement. Elle va blanchir peu à peu. Déjà au bout de 4 minutes, on s'aperçoit qu'elle a bien blanchi et que la masse de la meringue est en train de refroidir. Vous pouvez toucher la cuve du batteur et vous allez vous en apercevoir. Pendant ce temps, je prépare la poche à douille pour réaliser le pochage. Donc je coupe légèrement le bout, pas trop puisque la douille est petite, donc on ne se sert pas du marquage qu'il y a sur la poche parce que ça sera beaucoup trop grand. Je coupe légèrement et maintenant je peux donc enfiler la douille à l'intérieur. C'est important que le plastique recouvre au maximum la douille, ça évitera qu'elle sorte au moment du pochage. On va réaliser un arrêt dans la poche à douille, c'est-à-dire qu'on va replier un bout de plastique de la poche à douille à l'intérieur de notre douille. Ça évite comme ça que la préparation elle coule directement quand on charge la poche. Au bout d'une dizaine de minutes, la meringue est prête, elle est bien blanche et bien montée, elle tient bien au fouet, je vais pouvoir charger la poche. Pour remplir la poche à douille, je vais utiliser un récipient haut, dans mon cas donc une tasse. Je mets la poche à douille à l'intérieur et je peux donc remplir ma poche à l'aide d'une cuillère à soupe par exemple. Voilà, vous pouvez mettre l'intégralité de la meringue ou un peu moins si vous préférez ne pas avoir la poche trop pleine pour le pochage. Voilà, le fait d'avoir utilisé un récipient haut pour déposer la poche, ça me permet d'avoir les bords qui sont bien propres de la poche à douille, ça sera plus facile pour pocher. Donc je fais descendre le mélange à l'intérieur de la poche.
je peux éventuellement chasser les bulles d'air s'il y en a. J'enroule une partie de la poche à douille sur le pouce pour faciliter donc la manipulation. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des noisettes à l'intérieur avant le pochage. Ça fera un petit effet surprise. Maintenant, la partie un peu plus artistique, on va procéder au pochage. Donc, libre cours à votre imagination, à ce qui vous fait plaisir de faire. Vous pouvez aussi utiliser une autre douille si vous en avez d'autres chez vous et que vous avez votre douille préférée. Aucun souci. Voilà, vous pouvez partir sur ce modèle-là, également en ligne, comme on l'a fait sur le site internet. Voilà, vous pouvez ce mouvement, pour que ce soit facile, vous pouvez vous dire que vous faites un mouvement de S en fait. Voilà, vous allez remplir la totalité de votre tarte. Vous pouvez repasser à certains endroits si jamais il en manque. Une fois que le pochage est terminé, je préchauffe en amont le four donc à 200-210 degrés sur la position grill. Et je vais préparer tous les éléments de décoration, donc les noisettes et également la gelée, que je vais détailler en cubes ou rectangles comme vous préférez. Voilà, je peux mettre ces petits cubes de côté et on les déposera ensuite une fois que notre meringue sera dorée. Voilà, le four est préchauffé à 210 degrés. Je peux donc enfourner la tarte pour la faire légèrement dorée, grillée. Si vous avez un chalumeau, ça sera beaucoup mieux, mais c'est aussi possible de le réaliser de cette façon-là. Soyez attentifs parce que ça va en général très très vite. Une fois que la meringue est légèrement dorée, on va procéder à la décoration finale. Donc vous pouvez couper les noisettes en deux, les disposer de façon harmonieuse. Maintenant, vous pouvez disposer donc les petits dés de gelée au citron qu'on a détaillés tout à l'heure. Donc pareil, sur la totalité de la tarte. Et avec la gelée qui reste, vous pouvez la garder, les rouler dans le sucre et ça fera comme des pâtes de fruits. Et pour donner un peu plus de peps, on peut rajouter le zeste d'un citron vert ou d'un citron jaune. Voilà, félicitations, vous venez de réaliser une tarte au citron meringuée sans gluten. J'espère que vous vous régalerez et que vous avez pris plaisir à la réaliser. À bientôt!